Alors, on imagine que cette visite a été scrutée de très près à Alger. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont rencontré le roi Mohamed VI du Maroc ce lundi 28 avril 2025 à Rabat pour le remercier de la solidarité et du respect constant du royaume envers leur nation. Après l'audience, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a fait part de son appréciation positive de l'état des relations amicales et de coopération entre le Maroc et chaque pays de l'AES. Nous avons exprimé à Sa Majesté l'appréciation de nos chefs d'État par rapport à la posture constante du Royaume du Maroc et de Sa Majesté pour la façon avec laquelle il gère les relations du Royaume du Maroc avec les pays dits en transition, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en maintenant le dialogue avec nos pays, mais aussi en ayant confiance au génie propre de nos peuples. Et également que des critiques qui ont été adressées en creux à l'Algérie, partenaire historique du Mali. Jouer le Maroc contre l'Algérie, est-ce, Sédic, une manœuvre habile de la part des pays de l'AES? Oui, on peut regarder le contexte de cette offre d'accès à l'Atlantique qui a été faite en novembre 2013, d'abord en novembre 2023 plutôt, par le Maroc à ces trois pays qui sont, comme on peut le rappeler, trois pays enclavés qui n'ont aucune façade maritime. Et l'offre était intervenue dans le contexte d'une séparation, en tout cas de tension au moins, entre les trois pays et la CEDEAO. Or, quand vous prenez chacun des trois pays, le seul accès à la mer qu'ils ont, c'est en passant par les pays de la CEDEAO aujourd'hui. Pour le Niger, le passage par le port le plus proche, celui de Cotonou, le port le plus proche après qui est celui de Lomé. Pour le Burkina Faso, le passage par le port d'Abidjan, le port de Cotonou ou le port ghanéen. Et pour le Mali aussi, c'est la même chose, soit le port d'Abidjan, soit le port de Dakar. Il y avait des tensions entre ces trois pays. Et puis, on est arrivé à la dégradation des relations entre les trois pays et l'Algérie, avant le climat d'aujourd'hui. C'est clair que pour le Maroc, en tout cas, l'enjeu n'est pas simplement d'ordre économique. Il n'y a même pas d'enjeu économique. C'est un enjeu d'influence, de présence sur le continent, avec en toile de fond la rivalité avec l'Algérie. Il est clair qu'aujourd'hui, pour le Maroc, c'est une occasion bénie de se rapprocher de ces pays, de consolider leurs relations dans le contexte où les trois pays viennent de rappeler leurs ambassadeurs respectifs à Alger du fait de cet incident entre l'Algérie et le Maroc, entre l'Algérie et le Mali plutôt, au cours duquel un drone malien a été abattu par l'aviation algérienne. Albert Moukoulboundou, le Maroc est fidèle à lui-même, le regard tourné vers l'Afrique subsaharienne, quitte à avoir des partenariats avec les pays de l'AES, on le sait, en froid avec la CEDEAO. Oui, il y a aussi un autre élément qui mérite d'être mis en exergue. Il y a les rivalités ou les divergences autour du Front Polisario, l'indépendance, les indépendantistes dans le Sahara occidental. Et ça aussi, c'est une question, c'est un point de vue à ne pas négliger dans ce changement de stratégie de la part du Maroc. Et il y a également dans cette situation la crise entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Donc je pense que le Maroc profite de cette opportunité pour essayer d'imposer son leadership dans la région en utilisant ce qu'il a de plus fort, son côté économique, son leadership économique. Il y a aussi le côté social. Vous savez que le Maroc a investi pas mal dans le secteur de la santé dans ces pays-là. Donc c'est ça qui fait qu'il saisit cette opportunité pour essayer de jouer ce rôle dans la région. Et le Maroc a joué un rôle un peu
comment dirais-je, de médiation. Lorsque il y a eu cette crise, le départ de ces 3 pays de la CEDEAO, le Maroc n'a jamais condamné, par exemple, le putsch, tout ce qui s'est passé. Le Maroc a eu une position de neutralité par rapport à l'ambition qu'il avait face aux divergences qu'ils ont autour du Sahara occidental. Alors, derrière les grandes considérations géopolitiques, il y a ces enjeux économiques dont vous parliez qui pourraient poindre. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont approuvé l'initiative du Maroc visant à leur donner accès à l'océan Atlantique. La décision a été communiquée à la suite d'une réunion tenue à Rabat ce lundi entre le roi marocain Mohamed VI et les ministres des Affaires étrangères des 3 pays. Lancé en décembre 2023, ce projet ambitionne de relier ces États enclavés aux ports marocains afin de faciliter leur accès au commerce maritime international. Les chefs de la diplomatie de ces États du Sahel ont réaffirmé leur soutien et leur engagement à accélérer sa mise en œuvre alors que leurs pays font face aux restrictions commerciales imposées par la CEDEAO depuis leur retrait de l'organisation régionale. C'est dit que le Maroc peut-il vraiment détourner les pays du Sahel, là où il devait passer habituellement par les ports d'Afrique de l'Ouest surtout, pour tout ce qui était économique, d'autant plus que le Sahara aujourd'hui est soumis à des problèmes d'insécurité. Oui, la faisabilité, le projet à lui-même, tel qu'on vient de le définir, présente des enjeux pour les pays, des enjeux pour le Maroc, géostratégiques, comme ça a été si bien rappelé. Et d'ailleurs, je souligne que les ports qui sont réservés au pays, c'est le port de Tangemet, qui est un des plus grands ports d'Afrique, et le port de Dakhla, qui est dans le territoire du Sahara occidental, qui est contesté. Donc, il y a effectivement des enjeux et des calculs géostratégiques pour le Maroc. Maintenant, si l'on prend la faisabilité économique, et à mon avis, ça c'est intéressant à regarder de près, c'est qu'aucun des 3 pays n'a de frontière terrestre en tout cas, avec le Maroc. Il faut passer par la Mauritanie pour arriver au Mali, ensuite du Mali pour aller au Burkina, ensuite du Mali pour aller au Niger. Ce qui suppose quand même l'existence d'une infrastructure routière qui n'existe pas à l'heure actuelle. L'état de la route aujourd'hui ne permet pas de traverser le Maroc, la Mauritanie, le Niger, Mali jusqu'au Niger. Si on doit aller avancer dans la faisabilité du projet, il faut résoudre ce déficit en matière de route et aussi le déficit parce qu'il faut avoir les semi-remorques qu'il faut, il faut avoir le parc automobile qu'il faut pour parcourir 1000 km dans le sens, plus de 2000 km dans un sens comme dans l'autre. Il y a cette dimension. Il n'y a pas aujourd'hui de chemin de fer. Donc, sur le plan économique, c'est vrai que le projet, sa faisabilité, interroge. Il y a des questions qui n'ont pas été réglées et qui, à mon avis, si on veut avancer, doivent être réglées. Il y a aussi cette inconnue à l'heure actuelle de la position de la Mauritanie. La Mauritanie est le pays qui peut... Si la Mauritanie dit personne ne passe chez moi, le projet est mort-né. Pour l'instant, il n'y a pas d'implication de la Mauritanie en tant qu'État de transit pour savoir ce que pense la Mauritanie. On part du principe que le Maroc va utiliser ses bonnes relations avec la Mauritanie pour convaincre les Mauritaniens de le faire. Mais là aussi, vous savez, peut-être que la Mauritanie est un des pays qui est le plus écartelé dans sa position entre l'Algérie et le Maroc. Il est voisin de l'Algérie, il est voisin du Maroc. Et ça a été dû. Mais pour l'instant, cette inconnue de la position mauritanienne n'est pas réglée, même si, comme on peut le voir, les pays, à mon avis, en tout cas, à mon avis, et pour répondre vraiment concrètement, quelle que soit la faisabilité de ce projet, les pays de l'AES auront besoin des pays de la CEDEAO qui sont leurs voisins les plus proches. L'initiative, l'offre marocaine, ne peut pas être une alternative pour le Niger par rapport à son accès au port du Bénin et du Togo. L'offre malienne, l'offre marocaine ne peut pas remplacer l'accès au port de Dakar et au port d'Abidjan pour le Mali. Ça peut venir en complément, ça peut avoir son utilité dans le contexte actuel, ça peut permettre de diversifier. Il vaut mieux avoir 2 fers qu'un seul au feu, comme on dit, mais ça ne peut pas remplacer effectivement parce qu'il y a des questions qui ne sont pas réglées aujourd'hui. Albert, on se dirige aussi peut-être, vous me direz, vers une
bande sahélienne, vers un avenir de cette bande sahélienne qui deviendrait d'une certaine façon multipolaire. On voit des tensions et à la fois des pôles se créer entre les pays de l'AES eux-mêmes, mais également maintenant avec le Maroc, l'Algérie d'une part, la CEDEAO d'une autre part. Est-ce que ce n'est pas un danger pour toute cette région, à la fois du Sahel, mais jusqu'au Maghreb? Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers une catastrophe à la fois sécuritaire et économique? Ah non, mais je ne pense pas. Il faut voir ces changements intervenus dans cette partie de l'Afrique par rapport à la situation politique au niveau international. Vous savez, les pays qui ont fondé le Sahel dans l'AES, qui ont quitté la CEDEAO, c'est des États qui ont à la tête des officiers, des jeunes officiers qui ont plus besoin de sécuriser leur pouvoir. Et dans ce souci de sécuriser leur pouvoir, ils sont tentés de faire des rapprochements avec des États qui sont en mesure d'avoir des bonnes relations avec eux. C'est ça qui détermine le choix qu'ils essayent de faire actuellement. Je ne vois pas comment cela peut constituer un problème dans la région. Je crois que s'ils arrivent à se mettre ensemble, à se constituer un espace économique, voire militaire et politique, ils finiront peut-être dans un avenir proche à attirer d'autres États. Je vois par exemple la position du Ghana. Le Ghana qui semble de plus en plus un peu favorable à l'AES. Donc moi, je n'exclus pas la possibilité de voir une évolution dans le bon sens. Et compte tenu de tout ce qui se passe au niveau international, donc il y a des changements qui vont vraiment s'opérer dans le continent. Donc nous devons vraiment suivre ça de près. Cédric, ton analyse sur cette bande sahélienne multipolaire? Oui, je pense on assiste à une reconfiguration aujourd'hui des alliances. Des pays comme le Niger n'ont plus de relations quasiment diplomatiques avec la France. Il n'y a pas d'ambassade de France à Niamey. Et l'autre État français qui est incarné par Orano, l'ancêtre de Areva aussi, est presque à la porte. Il n'y a plus de société, de filiale de Orano aujourd'hui au Niger qui marche. Et il y a même deux contentieux d'ailleurs, devant la juridiction internationale entre Orano et le Niger. Le contentieux sur le permis d'Imouraren et le contentieux sur la gestion de la société des mines de l'Aïr. C'est dire l'évolution qui est en cours, la reconfiguration qui est en cours. Les États-Unis ont quitté le Niger à la demande et n'ont pris de présence militaire à proprement parler. Dans la bande sahélienne, on parle d'une réinstallation en Côte d'Ivoire. Mais il y a aujourd'hui une reconfiguration qui est en train de se faire, de nouvelles alliances qui sont en train de se tisser. Et dans ce jeu-là, chacun joue sa carte. Le Maroc joue sa carte. Le Maroc était déjà présent dans cette bande avec son réseau bancaire très développé. Et il y a des pays de cette bande où le réseau bancaire est contrôlé à 26%, à 22% par le Maroc. Maintenant, le fait de faire cette offre-là va renforcer l'influence du Maroc. Il y a d'autres acteurs, à mon avis, qu'il ne faut pas oublier. La Russie, qui est présente compte tenu du contexte sécuritaire, compte tenu de l'offre sécuritaire qu'elle fait, qui séduit, y compris les populations. Il y a la Turquie aussi, qui est un acteur très important, avec une capacité de soft power importante. Je crois qu'on assiste à une reconfiguration de cette bande-là, de cette région, et il faut simplement espérer que cette diversification des partenariats profite aux pays. Pendant longtemps, ces pays-là, les partenariats, en tout cas, ce n'est pas une critique du partenariat avec l'Occident, mais n'a pas apporté le résultat qu'on espérait. Maintenant, avec cette diversification, il faut voir qu'il faut trouver simplement, il faut éviter que ce soit simplement un changement de partenaire, mais que ce soit un changement de paradigme dans le partenariat pour qu'on puisse se faire des deals gagnant-gagnant et que ça puisse profiter au développement socio-économique des pays. Alors, tu me tends une perche parce que dans les partenaires, tu n'as évidemment pas cité la France, qui n'est plus tout à fait un partenaire de l'AES, mais la France s'est rapprochée
beaucoup rapproché, disons, ces derniers mois du Maroc. La France, l'année dernière, a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Comment la diplomatie marocaine arrive à manœuvrer entre sa proximité avec Paris et une envie de proximité avec l'AES qui, on le sait, ne s'entend pas avec la France. Ah oui, ça c'est toute la subtilité de la diplomatie marocaine. Et cette subtilité a son utilité. Vous savez, c'est le Maroc qui a obtenu la libération des 4 agents de la DGSE qui étaient retenus pendant plus d'1 an au Burkina. La France a fait tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas obtenu, mais elle est passée par le Maroc. Et c'est le Maroc qui a démarché, qui a négocié avec le président Ibé. Donc, pour la France, le fait aussi que le Maroc soit proche du Sahel, ça peut lui avoir une certaine utilité. D'abord parce qu'elle a obtenu, mais d'abord parce que, à mon avis, et même c'est même ça le plus important, c'est que la France aujourd'hui n'a pas de canal d'échange avec ces pays-là. Il n'y a plus, à ma connaissance en tout cas, de canal d'échange. Et si jamais le Maroc est écouté par la France pourrait passer par le Maroc pour obtenir une communication avec ces États, parce que d'après ce qu'on comprend, ces États ne disent pas que nous ne voulons plus du tout de la France, mais nous voulons d'une autre France, d'une autre façon d'être traités par la France, d'un autre type de relation qui ne soit plus la relation verticale que nos États ont connue avec la France, où voilà, l'ambassadeur de France peut dicter des choses à des gens. Donc ces pays-là veulent un autre paradigme. Et de ce point de vue, la bonne relation pour moi avec le Maroc peut permettre à la France de pouvoir peut-être échanger, de pouvoir peut-être, en tout cas, essayer au moins de ressouder les liens. Albert, c'est très habile de la part du Maroc qui arrive donc à être allié de 2 camps qui ne s'entendent plus. Oui, mais les États n'ont que des intérêts. Donc, le Maroc exploite bien cet aspect des choses. Il joue un rôle important aujourd'hui, tout en sachant que les pays de l'AES ne sont plus en odeur de sainteté avec la France. Le Maroc essaie de jouer cette carte pour garder le contact. Comme l'a dit notre frère en face, ils ont fait preuve lors des... Comment ils s'appellent, les Français qui ont été retenus au Burkina. Le Maroc a joué, il a montré l'intérêt à garder contact aussi bien avec la France et les pays de l'AES. Mais les pays de l'AES, comme on le sait, ils se sont opposés, ils se sont révoltés contre la politique de la France depuis nos années d'indépendance. Ce n'est pas seulement ces pays-là. Si vous suivez de près, il y a un vent qui souffle en Afrique contre les politiques qui ont appauvri un peu ce continent depuis les années de l'indépendance. C'est pratiquement les mêmes recettes, FMI, Banque mondiale, toutes ces politiques n'ont fait qu'appauvrir les Africains. Et le diktat de la plupart des pays occidentaux, c'est ça qui a poussé ces officiers à se révolter. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils ne voulaient plus continuer à s'entendre, à coopérer avec la France. Ils veulent que les choses changent. Et je crois qu'ils ne sont pas les seuls. Vous sentez, même si dans d'autres pays africains, ce vent n'est pas encore arrivé, mais vous sentez que dans la jeunesse, dans la population, les gens ont plus besoin de liberté. Ils veulent qu'on mette fin à cette politique des dominations qui s'abat contre le continent depuis les années 60. C'est dit que c'est l'Algérie qui va se retrouver grande perdante de ce rapprochement AES-Maroc. Oui, je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie est dans une position un peu défavorable. Parce que sur les 3 pays, 2 sont ses voisins. Le Niger et le Mali sont des voisins de l'Algérie. Mais pour moi, l'Algérie aussi a sa carte à jouer. Parce que du fait de sa proximité géographique avec ces pays, avec le Niger, c'est à peu près 900 km. Avec le Mali, c'est 1300 km. Or, ces pays sont dans un agenda sécuritaire qui les oblige à coopérer avec l'Algérie, au moins sur le plan sécuritaire. Sans compter que, d'un point de vue même des intérêts stratégiques aussi,
Le Niger, par exemple, est dans une démarche avec l'Algérie. La Sonatra, la société de pétrole et des hydrocarbures d'Algérie, a un permis dans la zone, dans le nord du Niger, un permis qui a permis de mettre en évidence la présence du pétrole. Et on a même fait des tests, la Sonatra a fait des tests. Il est question de construire un pipeline à partir du nord du Niger, connecté avec l'Algérie pour que la production pétrolière puisse venir s'ajouter à celle qui existe déjà. La Sonatra a offert aussi de former des Nigériens. Donc il y a aussi avec l'Algérie des intérêts qui, à mon avis, vont peut-être amener les pays là, un pays comme le Niger, à faire ce qu'il fait, ce que le Maroc fait avec la France et l'AES, c'est-à-dire être proche, avoir des relations importantes avec le Maroc, mais sans fermer la porte aux relations avec l'Algérie. Parce qu'au-delà des faits que je viens de souligner, quand on prend le Mali, il y a des populations qui sont les mêmes de part et d'autre de la frontière. On ne peut pas rompre totalement. Ces pays-là, pour moi, ne peuvent pas tourner le dos à une coopération avec l'Algérie. Ils trouveront sans doute les moyens de faire de l'équilibre. Pour moi, aujourd'hui, les implications et les imbrigations des intérêts réciproques de l'Algérie et des pays de l'AES font qu'il y aura un moment où on va arriver à une phase de dégel parce que les populations sont les mêmes, parce que l'agenda sécuritaire est le même et les pays vont avancer comme ils avaient fait par le passé. Puisque par le passé, des pays comme le Mali étaient à la fois des amis du Maroc et de l'Algérie. Le Niger était à la fois des amis du Niger et de l'Algérie. À mon avis, on va retrouver cet équilibre-là dans les prochains mois.